Excuse-toi correctement, et j'envisagerai de te reprendre. Je fixai le SMS sur mon téléphone, le relisant 3 fois avant que les mots ne s'impriment pleinement dans mon esprit. L'audace de cette phrase, envoyée par un homme qui avait quitté notre mariage 2 mois plus tôt sans même un regard en arrière, était presque impressionnante dans son délire. J'étais assise sur mon canapé dans le petit appartement que j'avais loué après le départ d'Olivier, la lumière du soir filtrant à travers les stores et projetant de longues ombres sur le parquet. Le silence qui, autrefois, m'avait semblé étouffant ressemblait désormais à la liberté. Je m'appelle Julie et j'ai 35 ans. Il y a 2 mois, mon mari depuis 7 ans m'a annoncé qu'il me quittait pour son ex-petite amie, une femme nommée Céleste, avec qui il était sorti brièvement à l'université. Il m'a annoncé cette décision au petit déjeuner, un mardi matin, entre 2 bouchées de pain grillé, avec autant de désinvolture que s'il me disait qu'il avait décidé de changer de marque de café. Je me souviens être restée assise là, ma tasse refroidissant entre mes mains, essayant de comprendre ce qu'il disait pendant qu'il continuait à manger, apparemment indifférent à la bombe qu'il venait de faire exploser au milieu de notre cuisine. Olivier et moi nous étions rencontrés lors d'un événement de réseautage à Lyon, quand j'avais 26 ans et lui 28. Il travaillait dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement chez Forges du Rhône, une entreprise manufacturière spécialisée dans l'équipement industriel. J'étais comptable dans un petit cabinet du centre-ville, satisfaite de mon travail et de ma vie tranquille. Olivier était charmant d'une manière qui semblait ne demander aucun effort, le genre d'homme capable de vous donner l'impression d'être la seule personne dans la pièce lorsqu'il concentrait son attention sur vous. Je suis tombée amoureuse de lui rapidement, peut-être trop rapidement, et nous nous sommes mariés 18 mois après notre premier rendez-vous. Avec le recul, je voyais maintenant les signes avant-coureurs que j'avais choisi d'ignorer. La façon dont il rejetait mes opinions devant ses amis, les critiques subtiles déguisées en plaisanterie, l'érosion progressive de ma confiance jusqu'à ce que je me retrouve à constamment douter de mes propres pensées et sentiments. Mais à l'époque, je m'étais convaincu que chaque mariage avait ses défis, que l'amour exigeait des compromis, que j'avais simplement besoin de faire plus d'efforts pour être la femme qu'il voulait que je sois. Quand il est parti, je m'attendais à m'effondrer. Tous ceux qui nous connaissaient s'attendaient à ce que je m'effondre. Au lieu de cela, quelque chose d'étrange s'est produit. Une fois le choc initial passé, après les larmes, les nuits blanches et le sentiment accablant d'échec, je me suis surprise à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me sentais soulagé. La pression constante d'essayer d'anticiper ses humeurs, d'essayer de me modeler en quelqu'un qu'il pourrait réellement apprécier, avait soudainement disparu. Le silence dans mon nouvel appartement n'était pas de la solitude. C'était la paix. Et maintenant, le voilà qui me contactait depuis le monde imaginaire qu'il s'était construit, exigeant que je m'excuse. De quoi exactement? Il ne le précisait pas. Peut-être de ne pas avoir été assez dévasté par son départ. Peut-être de ne pas l'avoir supplié de rester. Peut-être simplement d'exister en tant que personne n'ayant plus besoin de lui comme lui avait besoin d'être indispensable. Je posai mon téléphone sur la table basse et m'adossai au coussin, m'autorisant un petit rire amer. L'homme qui m'avait abandonné, qui avait choisi une autre femme plutôt que notre mariage sans aucune tentative de thérapie, de communication ou de décence humaine élémentaire, voulait que je m'excuse. Il voulait que je revienne vers lui en rampant, reconnaissante d'avoir l'opportunité d'être à nouveau prise en considération, comme si j'étais une sorte de lot de consolation qu'il daignerait accepter. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans ses rêves les plus fous, c'est que son absence ne m'avait pas brisé. Elle m'avait éveillé. Pour la première fois en 7 ans, j'apprenais qui j'étais en dehors de son ombre. Je redécouvrais des intérêts que j'avais abandonnés, je renouais avec des amis que j'avais négligés, je construisais une vie qui m'appartenait entièrement. La femme qu'il avait épousée, celle qui aurait reçu ce SMS avec panique et désespoir, n'existait plus. Je repris mon téléphone et regardai le message une fois de plus. Puis je fis quelque chose que l'ancienne Julie n'aurait jamais fait. J'éteignis mon téléphone, le mis de côté et allai me coucher sans répondre. Qu'il se pose des questions. Qu'il attende. Qu'il ressente, pour une fois dans sa vie privilégiée, ce que cela faisait d'être congédié sans explication. Alors que j'étais allongé dans l'obscurité de ma chambre, je sentis quelque chose bouger en moi. C'était petit, à peine perceptible, mais c'était là. Le début de la compréhension que je méritais mieux que les miettes d'un homme qui ne m'avait jamais vraiment valorisé. Le début de la conviction que peut-être, juste peut-être, mon histoire n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Je ne savais pas alors que dans les semaines à venir, tout allait changer.
Je ne savais pas que les fondations mêmes de ma vie étaient sur le point d'être reconstruites d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Tout ce que je savais en ce moment de calme, c'est que j'avais fini de m'excuser d'être moi-même, et cela suffisait. Notre mariage avait toujours été déséquilibré, bien que je ne puisse le voir clairement qu'après le départ d'Olivier. Au début, j'avais pris sa domination pour de la décision, ses critiques pour des normes élevées, son indisponibilité émotionnelle pour de la force masculine. J'avais grandi dans un foyer où la parole de mon père faisait loi, où le rôle de ma mère était de soutenir et de s'adapter, et j'avais inconsciemment reproduit cette dynamique dans ma propre relation sans jamais me demander si c'était ce que je voulais vraiment. Olivier avait gravi les échelons chez Forges du Rhône grâce à un mélange de compétences et d'autopromotion incessante. Il était bon dans son travail, je lui accorde cela. Mais il était encore meilleur pour s'assurer que tout le monde le sache. Il parlait constamment de sa carrière, des affaires qu'il concluait, des problèmes qu'il résolvait et de la reconnaissance qu'il méritait mais n'avait pas encore reçue. Mon travail, en revanche, était rarement évoqué. Lorsque je mentionnais un projet difficile ou une réussite professionnelle, son regard devenait vitreux et il trouvait un moyen de rediriger la conversation sur lui-même. Je l'ai soutenu à travers chaque transition de carrière, chaque moment de doute, chaque fin de soirée où il rentrait frustré et avait besoin de quelqu'un pour l'écouter. J'organisais sa vie, gérais notre foyer, entretenais des relations avec sa famille qu'il ne prenait pas la peine de cultiver lui-même. Je me faisais de plus en plus petite pour laisser de la place à ses ambitions, ses besoins, sa vision de ce à quoi notre vie devait ressembler. Et d'une certaine manière, malgré tout cela, je n'étais jamais assez bien. La liaison avec Céleste durait apparemment depuis plusieurs mois avant qu'ils ne finissent par me l'avouer. Ils avaient repris contact via les réseaux sociaux, échangeant d'abord des messages innocents, puis de plus en plus intimes. Au moment où Olivier a annoncé qu'il partait, ils avaient déjà fait des projets d'avenir ensemble. Un avenir qui m'effaçait aussi complètement que si je n'avais jamais existé. Il parlait d'elle avec une tendresse dont je ne me souvenais pas qu'il m'ait jamais témoigné, comme si elle était la réponse à des questions qu'il n'avait jamais pensé à poser pendant notre mariage. Ce qui faisait le plus mal n'était pas la trahison elle-même, bien que ce fût assez douloureux. C'était la réalisation que j'avais passé 7 ans à me dévouer corps et âme à une relation qui n'avait jamais été égalitaire, qui n'avait jamais vraiment honoré qui j'étais. J'avais donné tout ce que j'avais à donner, et en retour, j'avais reçu juste assez pour continuer à espérer plus. Olivier avait pris mon amour, ma loyauté et mes années de service dévoué, et il les avait jetés dès que quelque chose de plus brillant s'était présenté. Dans les semaines qui ont suivi son départ, je me suis retrouvé à repasser le film de notre mariage dans ma tête, cherchant les moments où j'aurais pu faire les choses différemment. Mais lentement, douloureusement, j'ai commencé à comprendre que le problème n'avait jamais été mon insuffisance. Le problème était que j'avais essayé de remplir un rôle conçu pour me garder petite, pour me garder dépendante, pour me garder reconnaissante pour les moindres bribes d'affection qu'Olivier choisissait de me jeter. J'ai commencé à voir une thérapeute, une femme gentille nommée Patricia, qui m'a aidé à démêler les nœuds de doute qui s'étaient accumulés au fil des ans. Elle posait des questions qui me mettaient mal à l'aise, des questions sur mon enfance, mes parents et les schémas que j'avais appris sur l'amour et les relations. Pour la première fois, j'ai commencé à examiner les croyances que je n'avais jamais pensé à remettre en question, les hypothèses sur ma propre valeur qui avaient guidé mes choix sans que j'en aie conscience. L'appartement que je louais était petit, juste une chambre et un espace de vie modeste, mais c'était le mien. J'avais choisi les meubles, les œuvres d'art, la couleur des rideaux. Je mangeais ce que je voulais quand je voulais sans me soucier de savoir si Olivier approuverait mes choix. Je restais éveillé tard à lire des livres qu'il aurait considérés comme une perte de temps. J'ai renoué avec de vieilles amies, des femmes avec qui j'avais progressivement perdu contact parce qu'Olivier ne les aimait pas particulièrement, ou parce que j'avais été trop occupé à gérer sa vie pour entretenir mes propres relations. L'une de ces amies était Pauline, qui avait été ma compagne la plus proche avant mon mariage, mais qui s'était éloignée à mesure qu'Olivier consommait de plus en plus de mon temps et de mon énergie. Quand je l'ai appelée pour lui expliquer ce qui s'était passé, elle a écouté sans jugement, puis a dit quelque chose qui m'a stoppé net. Elle a dit qu'elle avait toujours su qu'Olivier n'était pas assez bien pour moi. Qu'elle m'avait vu disparaître dans ce mariage année après année, devenant quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Elle avait voulu dire quelque chose, m'a-t-elle dit. Mais elle n'avait pas su comment, et finalement, elle avait simplement arrêté d'essayer. Entendre ces mots a été comme si l'on tenait un miroir devant mon visage, reflétant une vérité que j'avais passé des années à éviter. Je n'étais pas la méchante de ma propre histoire. Je n'étais pas l'échec que le départ d'Olivier semblait suggérer. J'étais une femme qui avait aimé imprudemment,
qui avait trop donné à quelqu'un qui donnait trop peu en retour, et qui apprenait enfin, tardivement, à s'estimer. Le SMS exigeant mes excuses n'était pas une main tendue en signe de réconciliation. C'était un test, un moyen pour Olivier de confirmer qu'il avait encore du pouvoir sur moi, que je reviendrais en courant dès qu'il claquerait des doigts. Mais j'avais fini de courir. J'avais fini de m'excuser. Et j'avais fini d'être la personne que tout le monde attendait que je sois. 3 semaines après le SMS d'Olivier, auquel je n'ai jamais répondu, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je travaillais tard à mon bureau, terminant des rapports trimestriels, lorsque mon téléphone a vibré, affichant un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, supposant qu'il s'agissait d'un démarchage téléphonique ou d'un faux numéro, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. La voix à l'autre bout était masculine, professionnelle et vaguement familière. Il m'a fallu un instant pour la situer, et quand je l'ai fait, mon cœur a raté un battement dans ma poitrine. C'était Théodore, le patron d'Olivier, le directeur des opérations de Forges du Rhône. Je ne l'avais rencontré qu'une poignée de fois lors d'événements d'entreprise, de brèves interactions où je jouais le rôle de l'épouse solidaire pendant qu'Olivier faisait le tour de la salle. Théodore m'avait toujours semblé différent des autres cadres, plus calme et plus réfléchi, avec une intensité dans ses yeux sombres qui suggérait qu'il observait toujours plus qu'il ne le révélait. Il s'est excusé d'appeler à l'improviste et a expliqué qu'il avait entendu parler de ma séparation d'avec Olivier. Les nouvelles voyageaient vite dans les cercles d'entreprise, apparemment, surtout des nouvelles aussi dramatiques qu'un manager abandonnant sa femme pour une ancienne flamme. Théodore a dit qu'il s'était senti obligé de me contacter, de prendre de mes nouvelles, d'offrir son soutien si j'avais besoin de quoi que ce soit. Sa voix était chaleureuse mais pas intrusive, concernait mais sans pitié, et je me suis surprise à me détendre malgré ma confusion initiale. Je l'ai remercié pour sa gentillesse et lui ai assuré que j'allais bien, tout bien considéré. Nous avons parlé pendant quelques minutes de tout et de rien, du temps, des fêtes à venir et des défis liés aux changements majeurs de la vie. Il n'a pas mentionné Olivier par son nom, n'a pas demandé de détails sur ce qui s'était passé, n'a pas essayé de fouiller dans les décombres de mon mariage. Il m'a simplement traité comme une personne digne de considération, ce qui était plus que ce que j'avais connu depuis très longtemps. Avant de raccrocher, Théodore a demandé si je voulais bien le rencontrer pour un café un de ces jours. Pas comme un rendez-vous galant, a-t-il précisé rapidement, juste comme 2 personnes qui se sont trouvées liées par les circonstances. Il a dit qu'il se souvenait de nos conversations lors des événements de l'entreprise, qu'il se souvenait avoir pensé que je semblais intelligente, perspicace et d'une certaine manière sous-estimée. Il voulait apprendre à mieux me connaître si j'étais d'accord, sans aucune attente ni pression. Je me suis surprise en disant oui. Nous avons convenu de nous retrouver le samedi suivant dans un petit café près de chez moi, un endroit calme avec de bonnes pâtisseries et des fauteuils confortables. J'ai passé le reste de la semaine à alterner entre anticipation et anxiété, me demandant ce que Théodore pouvait bien vouloir de moi, si c'était une sorte de piège, de ruse ou une tentative mal avisée de diplomatie d'entreprise. Quand le samedi est arrivé, je me suis habillé avec soin, mais pas trop, essayant de trouver un équilibre entre être présentable et ne pas avoir l'air de faire trop d'efforts. Théodore était déjà là quand je suis arrivé, assis à une table d'angle avec 2 tasses de café devant lui. Il s'est levé quand il m'a vu, tirant ma chaise avec une courtoisie démodée qui m'a fait sourire malgré ma nervosité. Nous avons parlé pendant près de 3 heures cet après-midi-là. Il m'a posé des questions sur mon travail, mes intérêts, mes projets d'avenir, et il a écouté avec une attention sincère tout ce que je disais. Il a partagé des histoires sur sa propre vie, son parcours jusqu'à son poste actuel, les leçons qu'il avait apprises en cours de route. Il avait 42 ans, était divorcé depuis 3 ans, sans enfant et sans relation actuelle. Il parlait de son ex-femme sans amertume, reconnaissant les erreurs qu'ils avaient tous 2 commises, assumant la responsabilité de sa part dans leur échec. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont il me traitait. Pas comme la femme abandonnée d'Olivier, pas comme un cas social méritant la pitié, mais comme une personne valant la peine d'être connue pour elle-même. Il demandait mon avis et le prenait réellement en compte. Il était en désaccord avec moi sur quelques points et débattait de mes arguments de manière réfléchie plutôt que de les rejeter. Il me faisait rire, chose que je n'avais pas faite sincèrement depuis des mois, et il semblait vraiment heureux quand je riais, comme si mon bonheur comptait pour lui. Au moment où nous avons quitté le café, le soleil se couchait et les lampadaires commençaient à clignoter. Théodore m'a raccompagné à ma voiture, me remerciant d'avoir passé l'après-midi avec lui, demandant si nous pourrions remettre ça un jour. J'ai dit oui sans hésiter, sentant quelque chose d'inconnu s'agiter dans ma poitrine. Il m'a fallu un moment pour le reconnaître. C'était de l'espoir.
Au cours des semaines suivantes, Théodore et moi nous sommes rencontrés plusieurs fois. Des dîners dans des restaurants tranquilles, des promenades dans le parc près de mon appartement, de longues conversations qui s'étiraient tard dans la soirée. Il n'a jamais insisté pour quoi que ce soit de physique, ne m'a jamais fait sentir sous pression ou pressé. Il se présentait simplement de manière constante et fiable, offrant sa présence sans rien exiger en retour. Je me suis retrouvé à m'ouvrir à lui d'une manière dont je ne m'étais jamais ouverte à Olivier. Je lui ai parlé de mes peurs et de mes insécurités, de la façon dont mon mariage m'avait diminué, de ma lutte continue pour reconstruire mon estime de moi. Il écoutait sans essayer de me réparer, sans offrir de conseils non sollicités, sans me faire sentir faible d'avoir des blessures qui n'avaient pas encore cicatrisé. Ce que je ne savais pas alors, ce que je n'aurais pas pu deviner, c'est que cette connexion tranquille était sur le point de devenir le catalyseur de la confrontation la plus dramatique de ma vie. Olivier n'en avait pas encore fini avec moi, et il était sur le point de découvrir que la femme qu'il avait jetée avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que son attention réticente. Le décor était planté pour un règlement de compte, et j'étais enfin prête à y faire face. Au fil des semaines, le silence d'Olivier s'est transformé en toute autre chose. Son SMS exigeant mes excuses était resté sans réponse, et apparemment, ce n'était pas quelque chose que son ego pouvait accepter. Il a commencé à me contacter par d'autres canaux, laissant des messages vocaux que je supprimais sans les écouter, envoyant des emails que je déplaçais dans mon dossier spam, demandant même à sa mère de m'appeler pour s'enquérir de mon bien-être avec l'intention à peine voilée de recueillir des informations pour son fils. J'ai appris par des amis communs que les choses avec Céleste ne se passaient pas aussi bien qu'Olivier l'avait prévu. Le fantasme d'une romance universitaire ravivée se heurtait apparemment à la réalité de deux adultes qui avaient tous deux considérablement changé au cours des décennies écoulées depuis qu'ils s'étaient fréquentés. Ils se disputaient fréquemment, selon les rumeurs, et Olivier se plaignait à qui voulait l'entendre que Céleste n'était pas aussi compréhensive ou solidaire qu'il se souvenait qu'elle l'était. L'ironie ne m'échappait pas. Il avait quitté une femme qui s'était pliée en quatre pour essayer de le soutenir et de le comprendre, pour découvrir que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, mais simplement d'une nuance différente de déception. J'aurais pu me sentir vengé par cette information, mais je me sentais surtout fatigué. Fatigué de me soucier de ses problèmes, fatigué d'analyser ses choix, fatigué de laisser ses décisions occuper le moindre espace dans ma tête. Pendant ce temps, Théodore était devenu une présence stable et rassurante dans ma vie. Nous avions pris le rythme de nous voir 2 ou 3 fois par semaine, parfois pour des sorties prévues, et parfois pour des conversations spontanées qui s'étiraient tard dans la nuit. Il m'envoyait des SMS le matin pour me souhaiter une bonne journée, prenait des nouvelles pendant le déjeuner, m'appelait le soir juste pour entendre ma voix. C'était une attention que je n'avais jamais connue auparavant. Une sollicitude qui ne demandait rien en retour, sauf ma compagnie. Un soir, environ 6 semaines après notre premier café, nous étions assis sur le canapé de mon appartement à regarder un film auquel aucun de nous ne prêtait vraiment attention. Théodore avait apporté des plats à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré, et les boîtes vides étaient éparpillées sur ma table basse dans un désordre confortable. Je me sentais plus détendu que je ne l'avais été depuis des années, plus présente dans l'instant, plus disposé à simplement exister sans me soucier de ce qui pourrait arriver ensuite. Théodore s'est tourné vers moi, l'expression grave. Il m'a dit qu'il avait besoin d'être honnête à propos de quelque chose, qu'il s'était retenu parce qu'il ne voulait pas me mettre la pression, mais qu'il ne pouvait plus faire semblant. Ses sentiments pour moi avaient dépassé le stade de l'amitié. Il tombait amoureux de moi, tombait amoureux depuis des semaines, et il comprenait si je n'étais pas prête à entendre cela. Mais il ne pouvait plus garder ça pour lui. Je suis restée assise là, dans la douce lumière de la lampe, regardant cet homme qui m'avait montré ce que signifiait être valorisé, qui m'avait traité avec plus de respect en 6 semaines qu'Olivier en 7 ans. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur, de reconnaissance, avec la conscience naissante que ce que je ressentais pour Théodore n'était pas juste de la gratitude ou du réconfort ou l'attirance de rebond d'une femme blessée. C'était quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être poursuivi, quelque chose que je m'étais presque convaincu de ne pas mériter. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à lui retourner ces mots. Pas encore, mais que je voulais l'être. Je lui ai dit qu'il avait changé quelque chose de fondamental dans la façon dont je me voyais, dans ma compréhension de ce qui était possible. Je lui ai dit que je voulais voir où cela pourrait mener, s'il était prêt à être patient avec moi, s'il pouvait accepter que je guérisse encore de blessures plus profondes que nous ne le comprenions l'un et l'autre. Il a pris ma main et l'a tenue doucement, son pouce traçant de petits cercles sur ma paume. Il a dit qu'il attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait, qu'il n'irait nulle part, qu'il avait passé toute sa vie à chercher quelqu'un qui lui faisait ressentir ce que je lui faisais ressentir.
Il n'y avait pas d'urgence, a-t-il promis. Nous avions le temps. Ce soir-là, après le départ de Théodore, je suis resté debout dans ma cuisine à faire la vaisselle et à pleurer. Pas des larmes de tristesse pour une fois, mais quelque chose de plus complexe. Soulagement, espoir et peur, tout emmêlés, les émotions désordonnées d'une femme apprenant à faire confiance à nouveau après que la confiance a été utilisée comme une arme contre elle. J'étais terrifié à l'idée d'être blessé à nouveau, terrifié à l'idée d'ouvrir mon cœur seulement pour qu'il soit brisé. Mais j'étais encore plus terrifié à l'idée de laisser cette peur m'empêcher de vivre. Le dernier message vocal d'Olivier, que j'avais accidentellement écouté avant de reconnaître son numéro, avait été tour à tour suppliant et accusateur. Il ne comprenait pas pourquoi je l'ignorais. Il pensait que j'étais puérile et vindicative. Il voulait parler, expliquer, me donner l'opportunité de comprendre son point de vue. Son ton suggérait que mon silence était le problème. Que mon refus de m'engager était en quelque sorte pire que sa décision d'abandonner notre mariage pour une autre femme. J'ai supprimé le message et bloqué son numéro. S'il voulait me joindre, il devrait trouver un autre moyen. Et s'il se présentait en personne, eh bien, il découvrirait que la femme qu'il avait laissée derrière lui avait trouvé quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Quelqu'un qui valait la peine d'être protégé. Le changement émotionnel s'est produit progressivement, puis tout d'un coup. Un matin, je me suis réveillé et j'ai réalisé que ma première pensée n'était pas pour Olivier, pas pour le mariage que j'avais perdu, mais pour Théodore. Je me surprenais à sourire au SMS, à compter les heures jusqu'à ce que je le revoie, sentant mon cœur se soulever lorsque son nom apparaissait sur l'écran de mon téléphone. C'était une sensation étrange, cette légèreté, cette anticipation. J'avais oublié ce que cela faisait de désirer quelqu'un qui me désirait aussi. Théodore avait une façon de me faire sentir vue qui était totalement différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Avec Olivier, j'avais toujours eu l'impression de jouer un rôle, d'essayer d'atteindre des objectifs qui changeaient constamment, luttant pour une approbation qui était toujours juste hors de portée. Avec Théodore, j'étais simplement moi-même. Il remarquait les petites choses, la façon dont je remettais mes cheveux derrière mon oreille quand j'étais nerveuse, les livres que je lisais, la musique que je mettais quand je préparais le dîner. Il posait des questions et se souvenait des réponses, construisant une carte mentale de qui j'étais qui me donnait l'impression de compter. Nous n'avions pas encore été intimes au-delà de se tenir la main et d'un baiser occasionnel sur la joue. Théodore avait clairement indiqué qu'il suivrait mon rythme, qu'il voulait que je me sente à l'aise et en sécurité, qu'il comprenait la complexité d'entamer une nouvelle relation tout en étant techniquement encore marié à quelqu'un d'autre. La procédure de divorce était en cours, gérée par des avocats qui communiquaient par les voies officielles, mais la paperasse prendrait des mois à être finalisée. Aux yeux de la loi, j'étais toujours la femme d'Olivier, même si j'avais cessé d'être sa femme de toutes les manières qui comptaient. Un après-midi, Pauline et moi nous sommes retrouvés pour déjeuner dans un petit bistrot du centre-ville. Je lui ai parlé de Théodore, de la connexion que nous avions construite, de mes sentiments grandissants et de mes peurs persistantes. Elle a écouté avec sa franchise caractéristique, posant des questions directes sur ses intentions et son caractère, s'assurant que je ne sautais pas simplement d'une relation difficile à une autre. Quand j'ai fini de parler, Pauline s'est adossée à sa chaise et m'a étudié pendant un long moment. Puis elle a souri, vraiment souri, et a dit qu'elle ne m'avait pas vu comme ça depuis des années. Il y avait une lumière dans mes yeux, m'a-t-elle dit. Une énergie qui manquait depuis si longtemps qu'elle avait presque oublié qu'elle existait. Quoi qu'il se passe avec Théodore, c'était clairement bon pour moi, et c'était tout ce qui comptait. Elle m'a aussi prévenu qu'Olivier ne prendrait pas bien la chose s'il l'apprenait. Les hommes comme lui, a-t-elle dit, ne supportent pas d'être remplacés. Il m'avait quitté en s'attendant à ce que je m'effondre, que je me languisse de lui, que je reste dans une zone d'attente jusqu'à ce qu'il décide s'il me ferait l'honneur de son retour. L'idée que je puisse avoir tourné la page, avoir trouvé le bonheur sans lui, m'épanouir au lieu de simplement survivre, serait intolérable pour son amour-propre. Je savais qu'elle avait raison, mais je savais aussi que je ne pouvais pas vivre ma vie dans la peur des réactions d'Olivier. Il avait renoncé à son droit à ma loyauté lorsqu'il avait franchi la porte. Quoi qu'il arrive ensuite, quelles que soient les conséquences des choix que je faisais, j'étais prête à y faire face. J'avais passé trop d'années à être petite, à être prudente, à avoir peur. Il était temps de prendre de la place. La nuit où tout a changé a commencé comme n'importe quelle autre soirée. Théodore est venu après le travail, apportant des fleurs et une bouteille de vin, son sourire illuminant mon petit appartement. Nous avons cuisiné le dîner ensemble, nous déplaçant dans ma cuisine avec une synchronisation confortable,
riant de blagues d'initiés qui s'étaient développées au fil des semaines de notre intimité croissante. Cette domesticité semblait naturelle, juste, comme quelque chose que j'avais cherché sans savoir ce que je cherchais. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé et Théodore a passé son bras autour de moi, me serrant contre son flanc. J'ai posé ma tête sur son épaule et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Un dernier mur qui s'effondrait, une dernière défense qui tombait. Je me suis tourné vers lui, le regardant dans les yeux, voyant la même émotion se refléter. Nous avions avancé vers ce moment depuis des semaines, tournant autour, nous approchant et nous retirant, attendant le bon moment. Le premier baiser fut doux, hésitant, une question posée sans mots. Le second fut plus confiant, la réponse que j'attendais de donner. Théodore s'est reculé, ses mains encadrant mon visage, et a demandé si j'étais sûr, si c'était ce que je voulais, si j'étais prête. J'ai répondu en l'embrassant à nouveau, plus profondément cette fois, mes doigts s'en mêlant dans ses cheveux, mon cœur battant la chamade avec quelque chose qui n'était pas de la peur, mais son contraire. Nous sommes passés du canapé à la chambre, sans hâter avec intention, prenant notre temps l'un avec l'autre d'une manière qui semblait sacrée. Pour la première fois depuis des années, j'étais pleinement présente dans mon propre corps, ne jouant pas un rôle, ne faisant pas semblant ou ne m'inquiétant pas de savoir si je le faisais bien. J'étais simplement là, connecté à une autre personne qui me voyait et me voulait exactement tel que j'étais. Après, nous sommes restés enlacés dans mes draps, ma tête sur sa poitrine, ses doigts traçant des motifs paresseux sur mon dos. La pièce était calme, à l'exception de notre respiration, les bruits de la ville étouffés par les murs, le reste du monde semblant très lointain. Je me sentais paisible, véritablement paisible, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis si longtemps que j'avais oublié que c'était possible. Et c'est là, bien sûr, que quelqu'un a commencé à marteler la porte de mon appartement. Les coups étaient agressifs, insistants, le genre de coups qui exigeait l'attention et n'accepterait pas d'être ignoré. Théodore et moi avons sursauté tous les deux, nous asseyant dans le lit, échangeant des regards confus. Il était près de 22 heures et je n'attendais personne. Pendant un instant fou, je me suis demandé s'il était arrivé quelque chose à l'un de mes voisins, s'il y avait une urgence nécessitant une attention immédiate. Puis j'ai entendu la voix, et mon sang s'est glacé. Olivier criait à travers la porte, ses mots pâteux laissant deviner l'alcool, exigeant que j'ouvre, que je lui parle, que j'arrête d'être aussi déraisonnable. Il avait essayé d'appeler, hurlait-il, avait essayé d'envoyer des SMS, avait tout essayé, et je l'avais ignoré pendant des semaines. Il ne partirait pas tant que nous n'aurions pas eu une conversation entre adultes civilisés. C'était son droit en tant que mari, insistait-il, son droit d'être entendu. J'ai regardé Théodore, voyant mon propre choc se refléter dans son expression. Il m'a demandé doucement ce que je voulais faire, indiquant clairement qu'il soutiendrait quelle que soit ma décision. Je pouvais appeler la police. Je pouvais ignorer Olivier jusqu'à ce qu'il parte. Je pouvais ouvrir la porte et l'affronter. Le choix m'appartenait. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là. Un durcissement, une résolution, la reconnaissance que cette confrontation se préparait depuis le jour où Olivier était parti. Il était venu ici en s'attendant à me trouver seul, en s'attendant à me trouver brisé et désespéré de son attention, en s'attendant à réaffirmer sa domination sur une femme qu'il avait jetée. Il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait de l'autre côté de cette porte. Je suis sorti du lit et j'ai enfilé un peignoir, mes mouvements calmes et délibérés. Théodore a commencé à se lever aussi, mais j'ai levé la main, lui demandant d'attendre juste un instant. Je voulais être celle qui ouvrirait la porte. Je voulais qu'Olivier me voie d'abord, qu'il me regarde dans les yeux et comprenne que je n'avais plus peur de lui. Alors, et seulement alors, découvrirait-il toute l'ampleur du changement qui allait bouleverser son monde. Les coups continuaient alors que je traversais mon appartement, chaque pas semblant à la fois plus lourd et plus léger. Je me suis arrêté à la porte, prenant une profonde inspiration, me recentrant. Puis j'ai déverrouillé le pêne dormant, tourné la poignée et ouvert la porte. Olivier se tenait dans le couloir, le visage rouge d'alcool et de frustration, les cheveux ébouriffés, les vêtements froissés. Il avait clairement beaucoup bu, l'odeur du whisky émanant de lui par vagues. Pendant un moment, il s'est contenté de me fixer, observant mon apparence, le peignoir que je portais, le fait que mes cheveux étaient en désordre et mes lèvres légèrement gonflées. Son expression est passée de la confusion à la suspicion, puis à quelque chose de plus laid. Il a exigé de savoir ce qui se passait, pourquoi j'étais dans cet état, si j'avais de la compagnie. Sa voix était assez forte pour résonner dans le couloir, et j'ai vu la porte d'un voisin s'entrouvrir avant de se refermer rapidement.
Je lui ai dit calmement que ce que je faisais dans mon propre appartement ne le regardait pas, qu'il avait renoncé au droit de me poser des questions de ce genre lorsqu'il avait quitté notre mariage. Olivier m'a bousculé pour entrer dans l'appartement avant que je ne puisse l'arrêter, ses yeux scannant l'espace avec une agitation croissante. Il a vu les 2 verres de vin sur la table basse, les assiettes du dîner qui n'avaient pas encore été lavées, les signes évidents que je n'avais pas été seul. Son visage s'est tordu en une grimace hideuse, et il s'est retourné vers moi, des accusations se formant déjà sur ses lèvres. Et c'est alors que Théodore est sorti de la chambre. Il avait pris le temps d'enfiler ses vêtements, sa chemise boutonnée mais non rentrée dans le pantalon, les pieds nus sur le parquet. Il se déplaçait avec une confiance tranquille qui semblait remplir la pièce, sa présence imposant l'attention sans la réclamer. Il regardait Olivier avec une expression qui n'était ni agressive ni apologétique, simplement ferme et inébranlable. Le visage d'Olivier est devenu blanc, puis rouge, puis d'une nuance de violet que je n'avais jamais vue auparavant. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois sans produire de son, comme un poisson sorti soudainement de l'eau, cherchant de l'air qu'il ne pouvait trouver. Il regardait Théodore, puis moi, puis à nouveau Théodore, son cerveau luttant clairement pour traiter ce qu'il voyait, pour concilier la réalité devant lui avec le récit qu'il avait construit dans sa tête. Quand il a finalement retrouvé sa voix, elle est sortie comme un murmure étranglé. Il a prononcé le nom de Théodore comme une question, comme une prière, comme une malédiction. Il a demandé ce que son patron faisait dans l'appartement de sa femme à cette heure-ci, bien que la réponse fût douloureusement évidente. Il a exigé une explication, exigé des comptes, exigé que quelqu'un donne un sens à tout cela. Théodore a parlé alors, sa voix calme et mesurée. Il a dit à Olivier que Julie n'était plus sa femme de manière significative, qu'il avait perdu ce droit lorsqu'il avait choisi de poursuivre une autre femme. Il a dit que ce qui se passait entre adultes consentants était privé, mais puisqu'Olivier avait forcé l'entrée, il serait direct. Lui et moi nous voyions depuis plusieurs semaines, et notre relation était sérieuse. Il n'avait pas l'intention de s'en excuser, et moi non plus. Olivier m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose se fissurer derrière ses yeux. L'assurance, le sentiment que tout lui était dû, la conviction inébranlable qu'il était la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce où il entrait, tout cela s'effondrait en temps réel alors qu'il se tenait dans mon appartement, confronté à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée possible. Sa femme abandonnée n'avait pas seulement tourné la page, elle l'avait fait avec quelqu'un qu'il respectait, quelqu'un qu'il admirait, quelqu'un dont il avait passé des années à rechercher désespérément l'approbation. Le rapport de force avait basculé irrévocablement, et Olivier le savait. Et regarder sa certitude s'effondrer était la chose la plus satisfaisante que j'ai vécue depuis des années. Olivier restait figé dans mon salon, le visage figé dans un masque d'incrédulité et d'horreur naissante. L'homme confiant qui avait quitté notre mariage 2 mois plus tôt, si certain que je m'effondrerais sans lui, que j'attendrais patiemment son retour comme un chien fidèle, était introuvable. À sa place se tenait quelqu'un de plus petit, quelqu'un d'incertain, quelqu'un confronté à une réalité qui démolissait toutes les hypothèses qu'il avait jamais faites sur sa propre importance. Il regarda à nouveau Théodore, comme s'il espérait qu'un second coup d'œil pourrait révéler quelque chose de différent, pourrait prouver que ses yeux l'avaient trompé. Mais Théodore restait exactement là où il était, solide et impassible, sa présence dans mon appartement un fait incontestable. L'homme qu'Olivier avait passé des années à essayer d'impressionner, dont il avait courtisé l'approbation avec un empressement désespéré, se tenait dans le salon de sa femme, dont il était séparé, en vêtements froissés, avec une expression qui indiquait parfaitement ce qui se passait avant l'interruption d'Olivier. J'observais les calculs se faire derrière les yeux d'Olivier. Il essayait de comprendre comment sauver la situation, comment la transformer en quelque chose qui ne détruirait pas son image de soi soigneusement construite. Une partie de lui voulait rager, hurler, accuser Théodore de trahison et moi d'infidélité. Mais une autre partie, la partie astucieuse qui naviguait dans la politique d'entreprise depuis des années, comprenait qu'attaquer son patron serait un suicide professionnel. Il était piégé, et il le savait. Théodore parla à nouveau, sa voix toujours calme, mais portant maintenant une pointe d'autorité que je reconnaissais des histoires qu'Olivier racontait sur les réunions de travail. Il dit à Olivier qu'il pensait qu'il valait mieux qu'il parte, que rien de bon ne sortirait de la poursuite de cette conversation ce soir, que tout le monde avait besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé. Il ne demandait pas. Il ordonnait. La mâchoire d'Olivier se contracta, et pendant un moment, je crus qu'il allait argumenter, qu'il allait riposter, qu'il allait essayer d'affirmer un fragment de la domination qu'il avait toujours exercée dans notre relation. Mais ensuite, il regarda à nouveau Théodore, le regarda vraiment, et quelque chose en lui se dégonfla.
Il ne pouvait pas mener cette bataille sur ce champ de bataille. La différence de pouvoir était trop marquée, les conséquences potentielles trop graves. Il se tourna alors vers moi, son expression étant un mélange complexe de colère, de blessure et de désarroi. Il demanda si c'était pour cela que j'avais ignoré ses messages, si cela durait alors que nous étions encore mariés, si je l'avais jamais vraiment aimé. Sa voix se brisa sur la dernière question, et je réalisai avec surprise que sa douleur était authentique. Il avait vraiment cru que je l'attendrais, que ma vie s'était arrêtée quand son implication en elle avait pris fin, que j'existais dans une sorte d'animation suspendue jusqu'à ce qu'il décide de me réactiver. Je lui dis la vérité aussi simplement et directement que je le pouvais. Rien ne s'était passé entre Théodore et moi avant son départ. Je n'avais pas été infidèle pendant notre mariage, bien que j'ai eu toutes les raisons de chercher du réconfort ailleurs. Mais son départ m'avait forcé à affronter des choses sur notre relation que j'évitais depuis des années. Et l'une de ces choses était que je méritais d'être avec quelqu'un qui me valorisait réellement. Théodore me valorisait. Il me voyait comme une personne, pas comme un personnage secondaire dans son drame personnel. C'était ça la différence. Olivier ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Il resta là, luttant visiblement, ses mains se serrant et se desserrant sur ses côtés. Le silence s'étirait entre nous, lourd d'années de vérités non dites et de ressentiments accumulés. Je ne ressentais aucune satisfaction devant sa souffrance, pas exactement. Mais je ne ressentais aucune culpabilité non plus. Il avait fait ses choix. C'en étaient les conséquences. Finalement, sans un mot de plus, Olivier se tourna et marcha vers la porte. Ses épaules étaient affaissées, ses pas lourds, toute sa posture irradiant la défaite. Sur le seuil, il s'arrêta et me regarda une dernière fois. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui aurait pu être du regret, ou peut-être de l'apitoiement sur soi, ou peut-être la réalisation naissante qu'il avait jeté quelque chose de précieux à la poursuite d'un fantasme qui s'effondrait déjà. La porte se referma derrière lui avec un clic doux, et il fut parti. Théodore et moi restâmes debout dans les retombées du départ d'Olivier, le silence de l'appartement résonnant à nos oreilles. Il traversa la pièce et me prit dans ses bras, me serrant fort, sans parler, offrant simplement sa présence comme une encre. J'enfouis mon visage dans sa poitrine et respirai profondément, laissant la tension de la confrontation s'évacuer lentement de mon corps. Après un long moment, je me reculai et le regardai. Je lui demandai s'il allait bien, si cela allait lui causer des problèmes au travail, si Olivier essaierait de se venger d'une manière ou d'une autre. Théodore considéra la question sérieusement avant de répondre. Il dit qu'Olivier pourrait certainement essayer de causer des ennuis, mais qu'il doutait que ce soit efficace. La position d'Olivier dans l'entreprise n'était pas aussi sûre qu'il l'imaginait, et toute tentative de créer un drame basé sur la vie personnelle de son patron se retournerait probablement contre lui de manière spectaculaire. De plus, ajouta Théodore avec un léger sourire, il envisageait de faire quelques changements chez Forges-du-Rhône de toute façon, et cela pourrait accélérer son calendrier. Je ne comprenais pas tout à fait ce qu'il voulait dire, mais je lui faisais confiance. Si Théodore disait qu'il pouvait gérer les retombées professionnelles, je le croyais. Ce qui comptait pour moi à ce moment-là, c'était que nous ayons affronté cette confrontation ensemble, qu'il se soit tenu à mes côtés plutôt que de battre en retraite, qu'il ait revendiqué notre relation ouvertement au lieu d'essayer de la cacher ou de la minimiser. Olivier avait toujours eu honte de moi de manière subtile, réticent à me présenter à des collègues importants, dédaigneux de mes contributions aux conversations. Théodore était l'opposé. Il voulait que les gens sachent que nous étions ensemble. Nous sommes restés éveillés tard cette nuit-là à parler de tout ce qui s'était passé, traitant les émotions que la confrontation avait remuées. J'ai parlé à Théodore des années passées à me sentir inadéquate dans mon mariage, du sentiment constant que j'échouais à répondre à des normes qui restaient toujours hors de portée. Il m'a parlé de son propre mariage raté, de la façon dont il avait appris et grandi depuis lors, de sa détermination à faire les choses différemment cette fois-ci. Nous traînions tous les deux des bagages de nos passés. Mais nous choisissions de les porter ensemble. Dans les jours qui ont suivi, les ondes de choc de cette nuit-là ont commencé à se propager. Comme on pouvait s'y attendre, Olivier n'a pas pu garder l'histoire pour lui. En moins d'une semaine, des rumeurs circulaient dans les cercles professionnels qui nous reliaient, des versions de la vérité déformées par l'ego blessé d'Olivier et embellies par les tendances naturelles au commérage des environnements de bureau. Certaines personnes croyaient que j'avais eu une liaison depuis le début, que Théodore m'avait volé à mon mari dévoué. D'autres s'approchaient plus de la vérité, reconnaissant qu'Olivier avait abandonné son mariage et récoltait maintenant les conséquences. J'ai reçu des messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années,
certaines offrant leur soutien et d'autres pêchant des détails. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, me concentrant plutôt sur mon travail, ma relation et le lent et régulier processus de reconstruction de ma vie. La procédure de divorce a continué, compliquée quelque peu par la nouvelle animosité d'Olivier, mais pas entravée par elle. Mon avocat m'a assuré que son comportement renforçait en fait mon dossier, démontrant le genre d'instabilité que les tribunaux prenaient au sérieux lors du partage des biens et de l'attribution des torts. Théodore et moi sommes devenus plus publics au sujet de notre relation, assistant à des événements ensemble et nous présentant mutuellement à des amis et collègues. Les réactions étaient mitigées, mais surtout positives. Les gens qui me connaissaient d'avant mon mariage commentaient à quel point je semblais heureuse, vibrante, tellement plus présente qu'ils ne s'en souvenaient. Je n'étais plus la même femme qui avait disparu dans l'ombre d'Olivier toutes ces années. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait émergé des décombres de son ancienne vie et construit quelque chose de mieux. Mais ce qui me satisfaisait le plus n'était pas la validation des autres. C'était la connaissance tranquille, ancrée profondément en moi, que j'avais affronté mes peurs et que j'en étais sorti de l'autre côté. Olivier avait essayé de me diminuer. Avait essayé de me faire croire que je n'étais rien sans lui. Avait essayé de contrôler le récit même après être parti. Et j'avais refusé d'accepter sa version de la réalité. J'avais écrit ma propre histoire, et elle était tellement meilleure que tout ce qu'il aurait pu imaginer. 6 mois après cette nuit dans mon appartement, le monde semblait complètement différent. Mon divorce avec Olivier était finalisé. Une rupture nette qui me laissait ma liberté, ma dignité et un règlement financier modeste que j'avais négocié sans amertume ni cupidité. Je ne voulais rien de lui, sauf le droit d'avancer. Et c'est exactement ce que j'ai obtenu. Théodore et moi étions toujours ensemble, notre relation s'approfondissant chaque mois pour devenir quelque chose que je n'aurais jamais pensé trouver. Il m'a fait sa demande lors d'une soirée tranquille à la maison. Pas de grands gestes ou de productions élaborées, juste nous deux et une question simple à laquelle j'ai répondu sans hésitation. Nous prévoyions un petit mariage pour le printemps, entouré de gens qui nous voulaient vraiment du bien, commençant un nouveau chapitre qu'aucun de nous n'avait vu venir, mais que nous embrassions tous les deux de tout cœur. Quant à Olivier, les conséquences de ses choix ont continué à se dérouler avec une justice poétique que je n'aurais pas pu écrire. Sa relation avec Céleste a implosé de manière spectaculaire environ 2 mois après qu'il se soit présenté à mon appartement. La pression de ses attentes à elle et les ressentiments de lui s'avérant trop lourds à porter pour l'un comme pour l'autre. Elle l'a mis à la porte de son appartement après une dispute particulièrement explosive, et il s'est retrouvé célibataire et en difficulté pour la première fois de sa vie d'adulte. Sa situation professionnelle s'est également détériorée. Théodore avait en effet prévu des changements chez Forges du Rhône, y compris une restructuration qui éliminait le poste d'Olivier. Cela a été géré professionnellement, avec une indemnité de départ raisonnable et une explication diplomatique qui préservait la capacité d'Olivier à trouver du travail ailleurs, mais le message était clair. L'homme qui avait passé des années à chercher l'approbation de Théodore l'avait perdu irrévocablement, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai entendu dire par des connaissances communes qu'Olivier était en difficulté, passant d'un poste temporaire à un autre bien en deçà de son niveau d'expérience, buvant plus que de raison, s'aliénant le peu d'amis qui avaient initialement compati à sa situation. Une partie de moi ressentait un pincement lointain de quelque chose qui aurait pu être de la compassion. Nous avions partagé 7 ans de nos vies, après tout, et je ne prenais pas plaisir à voir quelqu'un souffrir. Mais je reconnaissais aussi que sa souffrance était le résultat direct de ses propres choix, de sa propre arrogance, de sa propre incapacité à valoriser ce qu'il avait jusqu'à ce qu'il l'ait perdu. Le SMS qui avait tout déclenché, celui exigeant que je m'excuse si je voulais qu'il me reprenne, semblait presque pittoresque rétrospectivement. Cette version d'Olivier, celle qui croyait encore contrôler notre histoire, qui pensait que j'attendais dans les coulisses son gracieux retour, avait été minutieusement démantelée par la réalité. Il avait appris à la dure que les gens n'étaient pas des objets que l'on pouvait prendre et jeter à volonté. Il avait appris que les actes avaient des conséquences, que les ponts une fois brûlés ne se reconstruisaient pas par magie, que l'univers ne s'arrangeait pas selon ses préférences. Debout dans mon salon par une soirée tranquille, Théodore à mes côtés et notre avenir s'étendant devant nous, je m'accordais un moment de réflexion sur le voyage qui m'avait mené ici. La femme que j'avais été, piégée dans un mariage qui la diminuait, désespérée d'une approbation qu'elle ne recevrait jamais, terrifiée à l'idée d'être seule, me semblait être une étrangère maintenant. J'avais été forcé d'affronter mes peurs les plus profondes. Et ce faisant, j'avais découvert une force que je ne soupçonnais pas posséder. Être laissé pour compte avait fait mal. Être abandonné avait été dévastateur.
Mais cela avait aussi été le catalyseur d'une transformation que je n'aurais pu accomplir d'aucune autre manière. Olivier m'avait fait la plus grande faveur de ma vie lorsqu'il avait franchi cette porte, bien qu'il ne le comprendrait jamais et que je ne le lui dirais jamais. Il m'avait libéré pour devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus courageux, quelqu'un digne de l'amour que j'avais enfin trouvé. En regardant la bague à mon doigt et l'homme qui me l'avait donnée, je ressentis une paix plus profonde que le bonheur. Je me sentais entière. Et cela, réalisais-je, était la plus douce des vengeances. Pas la confrontation dans mon appartement, pas la chute professionnelle d'Olivier, pas même le savoir que sa vie s'était effondrée tandis que la mienne s'épanouissait. La vraie victoire était simplement celle-ci, j'avais cessé d'avoir besoin qu'il soit désolé. J'avais cessé d'attendre quoi que ce soit de lui. La porte s'était refermée sur ce chapitre de ma vie, et j'avançais vers quelque chose de magnifique.